Le premier sujet, ce matin, j'avais envie de revenir sur ces Américains. C'est un peu la polémique du moment autour de la Sécu qui est toujours débattue en séance publique à l'Assemblée nationale. Ces retraités américains qui peuvent bénéficier, grâce à la loi PUMA, de soins gratuits sans jamais avoir cotisé, puisqu'ils payent à la fois leur impôt sur le revenu aux États-Unis et les cotisations sociales d'eux-mêmes. Je voulais voir votre... Je ne suis pas un spécialiste de cet élément. En fait, moi, je l'ai découvert. Mais mon sentiment sur ces sujets-là, c'est que si vraiment on prenait le temps de creuser un tout petit peu, on trouverait probablement une trentaine ou une quarantaine d'anomalies de ce type. C'est-à-dire, en fait, ce qui distingue la très grande générosité du système social français par rapport à ce qui existe à l'étranger. Et pour mesurer la différence, il faut avoir habité, moi je l'ai fait, en Hollande ou en Allemagne ou à l'étranger, même au Luxembourg. Tout simplement, en fait, c'est beaucoup plus restrictif. Nous, l'histoire, c'est que notre régime est empreint de générosité, et ça a été formidable probablement parce que la France a été un pays capable de générosité. Le problème, c'est que le pays aujourd'hui souffre, il est en déficit, on a quand même 23 milliards cette année. Voilà, et à l'échelle de tous les comptes publics, ça sera 175 milliards probablement de déficit, donc c'est colossal, la France dépense beaucoup plus que ce qu'elle gagne, et donc il faut qu'elle fasse attention à la dépense. Je pense que c'est le message qui est envoyé à travers ce cas très très particulier, mais on pourrait parler aussi de l'aide médicale d'État, on pourrait parler de la CMU, on pourrait parler de tas de choses où finalement on sait qu'on va devoir rétrécir cette générosité, la rendre intelligente, on sait qu'on va devoir lutter contre ces dépenses. Là, on n'aura pas le choix. Je remarque que la sécurité sociale, historiquement, elle était uniquement réservée aux travailleurs et à leurs familles qui cotisaient pour ces soins. En 1945, on a élargi à tous les résidents du sol français finalement. Enfin, si là, on a quand même des étrangers qui viennent s'installer en France pour profiter, alors peut-être pas uniquement de la Sécu, mais ces témoignages sont quand même symboliques de ces retraités américains. Est-ce qu'on n'a pas un système complètement dévoyé ? Alors, on peut prendre l'histoire par plein de bouts. Commençons par les origines. La Sécu sociale telle qu'elle a été créée en 1945, on en fête en ce moment le 80e anniversaire. C'était vraiment un système bismarckien, inspiré du système allemand et non du système beveridgien, le système britannique. C'est-à-dire, on cotisait et en échange de ces cotisations, qui se faisaient à parité entre les employeurs et les employés, petit rappel au passage, on avait des droits qu'on pouvait exercer quand on avait des accidents de la vie, qui s'appellent la maladie, ou bien quand on prenait plus tard un accident qui n'en est pas un, puisqu'il est parfaitement connu, prévisible, etc., qui est la retraite. Voilà, et donc on a un système comme ça, et ce système a sans cesse été dévoyé. La parité des cotisations entre employeurs et employés, ça fait belle lurette qu'elle a totalement disparu. Aujourd'hui, on rappelle avant, on plafonnait les cotisations, parce qu'on disait, même si vous êtes riche, vous ne dépensez pas 5 fois plus. Si vous gagnez 5 fois plus, vous ne dépensez pas 5 fois plus en soins de santé. Et donc, on plafonnait même. Le système, il a été... C'est le cas dans la plupart des pays aujourd'hui. Oui. Et le système les cotisations sont plafonnées. Complètement transformé pour en faire un système qui fait une large part à la solidarité. Alors moi je suis favorable à ce qu'on ait une solidarité forte, et en France il y a une forte préférence collective pour la solidarité, mais on voit bien que ça aboutit à des dévoiements qui sont majeurs. Il y a un deuxième point, moi, qui me paraît très important, c'est qu'on a un système qui est très compliqué. On a un système qui est très compliqué, et dès que vous avez de la complexité, vous avez des gens qui cherchent à trouver la faille. Et c'est vrai partout. C'est vrai du côté des dépenses, c'est vrai aussi du côté des recettes. On sait du côté des holdings qu'il y a des choses qui sont dans les holdings qui ne devraient pas y être. Ça, je vais en reparler. Voilà. Non, mais on sait aussi que sur le pacte Dutreil, un autre système fiscal qui avait une excellente raison d'être et qui a toujours une excellente raison d'être, on sait aussi qu'il y a des abus, parce que le système est très compliqué. C'est, je dirais, encore plus marqué du côté des dépenses. Quand vous avez un système compliqué, vous avez toujours des gens qui cherchent à exploiter les failles. Et plus le système est compliqué, plus il y a de failles, et plus ces failles coûtent cher. Et en même temps, comme on produit du droit, de la norme, de la réglementation année après année, le système est par nature de plus en plus complexe, Thomas Grébin. C'est compliqué de revenir en arrière. Simplifier, c'est compliqué. Guillaume Poitrinel en sait quelque chose. Est-ce qu'il faut remettre à plat tout ça ? Est-ce qu'une grande remise à plat est possible ?
Je pense de nouveau, c'est pas mal de donner quelques chiffres. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais je pense qu'un des gros problèmes, c'est qu'on a de moins en moins d'actifs. Aujourd'hui, on a 40% de la population française qui finance 100%, quoi. Et ça n'a jamais été le cas. Dans les années 60, on aime bien ces chiffres, mais dans les années 60, on avait 4 actifs pour un retraité. Dans les années 90, 3 actifs pour un retraité. Au début des années 2010, 2 actifs pour un retraité. Et aujourd'hui, on est autour de 1,7 actifs pour un retraité et demain 1,4 actifs pour un retraité. Donc on voit bien que le modèle tel qu'il avait été construit à la fin de la Seconde Guerre mondiale n'est pas soutenable. Et donc ça ne peut pas reposer le financement que sur le travail. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui me semble important, c'est qu'au-delà de ces cas qui sont très emblématiques comme la Puma là, que vous avez évoqué, ou la ME, ou d'autres fois, on parle aussi du coût des ARS. Je pense qu'il faut remettre un peu les chiffres. C'est-à-dire que, par exemple, quand l'AME, c'est 1,2 milliard par an. Donc, même si on supprimait l'AME, ça pèse rien. Juste à titre de... Et c'est aussi un bouclier sanitaire pour des personnes qui pourraient entrer mais quand on parle, bien sûr, non, mais je parle juste d'un point de vue budgétaire. Même si on décidait de supprimer l'AME, c'est 1,2 milliard. À titre de comparaison, les affections longue durée, c'est plus de 100 milliards de remboursements par an. Alors évidemment, je ne parle pas qu'il faut supprimer, mais c'est juste pour donner des ordres de grandeur. Et le coût des touches, bien sûr, mais le coût, mais là c'est pareil. Il y a quand on parle des ALD, il y a peut-être des choses sur lesquelles il peut y avoir des ajustements. Et compte tenu de l'ampleur de l'enveloppe, on voit bien que tout de suite, ça représente des masses financières qui sont beaucoup plus importantes. C'est pareil, les ARS. Souvent dans le débat, il y a le coût des fonctionnaires, des agences régionales de santé. Exactement. C'est autour de 1,5 milliard par an. Donc de nouveau 1,5 milliard par an versus plus de 100 milliards pour les affections longue durée. Donc voilà, c'est juste quelques ordres de grandeur. Et donc au-delà de ces exemples qui sont très marquants, il y a quand même, on a un problème démographique majeur, et c'est ça aujourd'hui le problème central. Ça veut dire trouver d'autres comme je dis souvent, pour m'occuper aussi de temps en temps d'une entreprise et qui de temps en temps est très prospère et de temps en temps fait face à des crises, en fait il n'y a pas de petites économies. Pourquoi ? Parce que si vous trouvez 30 fois 1 milliard, je vous assure qu'à la fin, vous avez trouvé 30 milliards. Et dire, en fait, 30 fois 1 milliard, ça compte pas parce que le milliard, ça compte pas, il n'y a pas de petites économies. Je vous assure que moi, sur la dépense publique, tous les jours, je vois des excès. Tous les jours, je vois des excès. Je vous invite à aller voir les gares du RER E, le RER Éole. D'accord ? J'ai pris le RER E à la Porte Maillot et je suis allé jusqu'à La Défense. Allez voir. C'est absolument magnifique. Moi, en tant que promoteur privé, j'ai été un des plus grands promoteurs quand je m'occupais d'Unibail-Rodamco Westfield. J'ai été un des plus grands promoteurs à l'échelle de la France. Je n'ai jamais pu me payer les matériaux qui sont dans les gares Éole. J'ai jamais pu me payer le marbre de la qualité que j'ai vu hier. J'ai jamais pu me payer le bois debout, le corian, l'inox absolument magnifique. J'ai jamais pu me payer des hauteurs sous plafond de 16-17 mètres avec des verrières magnifiques. Franchement, c'est un investissement pour des décennies. Non, mais il y a un moment donné où il faut atterrir. Allez voyager. Il faut dire à nos politiques et au personnel administratif, allez voir comment ça se passe juste ailleurs. Juste ailleurs, une gare, c'est une gare. Quand Fulgence Bienvenue a fait les 4 premières lignes du métro, on n'a pas dit c'est horrible le métro. Il a fait simple. D'abord, il a fait à chaque fois la même gare, alors que nous, sur les gares du Grand Paris, on fait à chaque fois des gares différentes, avec les plus grands architectes, évidemment. Et donc, ça va coûter une fortune. Donc, la France... Quand je vois ça, je me dis, mais est-ce que y a quelqu'un un jour qui a compris que ce pays crève de sa dette et de son déficit et que en même temps, il dépense des milliards et des milliards pour des équipements où il devrait juste se serrer la ceinture. Donc, j'arrive et je conclus juste. Il faut faire attention à tout. Il faut faire attention à toutes les dépenses. Et moi, en tant qu'observateur, en tant que privé, j'observe que l'État ne fait pas attention dans de nombreuses situations. Jean-Marc. Alors, je suis tout à fait d'accord qu'il n'y a pas de petites économies, mais je pense que le point de Thomas est très important. C'est même bien de commencer par les plus grosses. Oui. Bien sûr, les ordres de grandeur. On sait bien, mais l'un n'empêche pas l'autre. Non, mais les retraites, on est tous... L'un n'empêche pas l'autre. Il ferait l'unanimité, Thomas, avec les retraites, on est d'accord. Hein. C'est tellement évident. Oui, mais c'est un point, on se focalise souvent sur des petits points qui font oublier le gros. Moi, chaque fois qu'on parle des retraites, on nous montre un petit retraité, quelqu'un qui a une petite retraite et qui n'arrive pas à s'en sortir, pour protéger derrière des millions de retraités qui ont des retraites tout à fait confortables et qui pourraient bien faire un petit effort. Donc voilà, il faut toujours se méfier de l'affichage en se demandant qu'est-ce qu'il y a derrière.